Madame, monsieur, bonjour. Maire d'Agen depuis 13 ans, Jean-Dionys Dusséjour vit la politique au centre. Comment gère-t-il le début de son troisième mandat? Comment voit-il l'avenir de sa ville et sa position dans le monde de l'après-Covid? Conseiller régional MODEM, quels sont ses espoirs pour la Nouvelle-Aquitaine? Sera-t-il à nouveau candidat en juin prochain? Jean-Dionys Dusséjour est l'invité de Dimanche en politique. Jean-Dionys Dusséjour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Ce dimanche matin. Alors, je viens de le dire, vous avez été réélu en juin dernier, maire d'Agen. Vous avez été réélu d'ailleurs sur un programme qui est composé de 112 points, 112 propositions. Avec la crise sanitaire, j'imagine que tout cela a explosé. Alors, pas explosé, mais a dû être revu. Je suis de ceux qui ne badinent pas avec la notion de programme. Nous, les politiques, on a vraiment à changer, d'ailleurs, l'approche là-dessus. On a trop pensé que les programmes étaient de la communication. Il faut revenir à un programme, c'est un contrat. Et un contrat, ça se respecte. Donc ça, c'est ce qu'on a construit, si vous voulez, d'octobre 2020 à mars 2021. Et puis arrive quelque chose d'hors norme, et qui est une force majeure, c'est la pandémie. Et Agen était une des rares villes à dire, eh bien, il faut qu'on installe une commission extraordinaire pour redébattre du programme. Je vais vous prendre des exemples. La ligne Agen-Paris, avant le Covid, on dit la ligne aérienne. On dit, voilà, il faut la développer, il faut vraiment en faire quelque chose de fort. Et après le Covid, on sait très bien que l'aéronautique est en crise et en sortira longtemps. Donc, vous avez dû faire des choix. Et on va y revenir, évidemment, sur ces choix. On a fermé, notamment, vous voyez, pour vous donner un exemple, la ligne Agen-Paris. Et donc, je veux juste dire qu'on a, par cette commission extraordinaire, revisité l'ensemble du programme. On a retenu certains engagements nouveaux. Et ça, c'est une démarche, je pense, qui est démocratiquement intéressante. On va revenir sur ce programme amendé et qui tient compte de la crise. Combien coûte justement cette crise sanitaire à la ville d'Agen, aujourd'hui, un an après le début de cette crise? Alors, c'est très difficile de comptabiliser. On a une comptabilité qui tourne en termes de surcoût autour d'1 million d'euros pour une ville moyenne. Et là-dedans, vous pouvez compter tout ce que vous avez comme masque, gel, et tous les dispositifs. Vous pouvez compter aussi les heures supplémentaires de certains services, comme la police municipale, etc. Mais de l'autre côté, il faut bien le dire, il y a aussi des coûts que vous n'avez pas. Quand on annule le pruneau chaud, on a une dépense qui tombe. Vous voyez, le pruneau chaud étant notre fête annuelle. Bien sûr. Donc, les villes, les agglomérations, c'est autre chose. Les agglomérations sont financées beaucoup plus par les entreprises. Mais les villes n'ont pas été trop secouées financièrement par la crise du Covid. L'État, oui, puisque cette semaine, on a appris que le coût était de 160 milliards pour la France en un an, en 2020. C'est considérable. Vous redoutez les conséquences de cette dette? Oui, je la redoute. Je la redoute parce que je sais qu'il faudra la payer. Il n'y a pas d'exemple, mis à part la Russie soviétique. Ça a été très douloureux pour la Russie de s'en sortir. Ils s'en sont sortis en 1991. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où on ne paye pas une dette. La France a payé sa dette après 1918, les Anglais en 1945. Donc il faudra la payer. Et je ne sais pas comment. François Bayrou a mis une proposition sur la table, d'ailleurs, de faire un différé de 10 ans, etc. Jean Arthuis donc, a remis des propositions au Premier ministre. Mais je sais qu'il faudra la payer et je redoute ce moment-là parce que ce sera forcément un moment d'effort et qu'il faudra partager. En fait, c'est trop tôt pour en parler. Le pouvoir n'est pas prêt à parler de cela pour l'instant. Il faut d'abord régler les problèmes de crise sanitaire avant d'évoquer le remboursement de la dette. Alors, il le fait. Il le fait par la voix de Jean Arthuis, donc, qui a été mandaté de manière donc un peu spécial par le Premier ministre. Il le fait par le haut commissaire au plan qui est François Bayrou, qui a commencé à mettre sur la table un schéma, donc un différé pendant 10 ans, puis après effectivement des emprunts longs. Mais pour le moment, le débat n'est pas, je dirais, au centre de la vie publique, et c'est normal. Attendez la loi de finances 2023. Quelque part me dit... Ce que vous voulez dire aussi, c'est qu'il y aura aussi une élection présidentielle dans un an, et que c'est pas le moment de parler de la dette et du remboursement. Oui, et c'est pour ça que je vous parle de la loi de finances 2023. On sera en octobre 2022 au Parlement.
Là, à mon avis, on commencera à avoir un débat public animé là-dessus. Mais je le redoute, c'était votre question, Oui. et je m'y prépare en tant que maire d'Agen. Vous avez entendu cette semaine, jeudi soir en l'occurrence, le Premier ministre Jean Castex annoncer de nouvelles mesures concernant les mesures sanitaires, un confinement pour certaines régions françaises, un couvre-feu à 19h. Est-ce que ces mesures, vues d'Agen, vues d'Aquitaine, vous paraissent pertinentes ? Moi, elles me paraissent pertinentes parce que, pour plusieurs raisons. D'une part, elles sont territorialisées. Vous ne pouvez pas faire la même chose dans le Lot-et-Garonne où le taux d'incidence est à 130, 140 qu'en Île-de-France où il est à 420, 450. Elles me paraissent pertinentes aussi parce que elles sont adaptées à donc un peuple qui vit ça depuis un an. Psychologiquement, il faut en tenir compte. Et elles me paraissent pertinentes aussi parce que on n'est pas en mars-avril 2020. On est un an plus tard avec une campagne de vaccination qui s'accélère. Et donc, moi, je pense que pour le moment, le mix de Jean Castex m'apparaît opportun. Oui. Vous, en tant que maire d'Agen, est-ce que vous avez rencontré des difficultés que vous avez surmontées ou pas d'ailleurs, mais est-ce que par moment vous vous êtes senti un peu seul pour gérer cette situation sur le terrain ? Alors, attendez, là, il faut qu'on parle du début. Je me rappellerai toute ma vie des 3 semaines entre le 15 mars 2020 et le 7 avril 2021. Cette espèce de grande peur qui nous saisit tous, moi le premier, et qui dérègle tout. Je me rappellerai toute ma vie de l'élection le 15 mars, dans un hôtel de ville vide, sans faire la fête le soir, et me poser la question le 16 mars au matin, qu'est-ce que je fais ? Je reste chez moi ou je vais à la mairie ? Et je décide d'aller à la mairie et il n'y a plus personne. Il y a quelques cadres que je salue parce qu'ils ont été admirables. Et là, on s'est posé des questions, mais vous n'imaginez pas les questions qu'on se posait. C'était, bon, les ordures ménagères, on continue. Bon, oui, on va continuer. Le repas aux anciens, on continue. C'était un effet de souffle dont on n'a pas idée et qui m'a marqué au fer rouge. Est-ce qu'à ce moment-là de votre vie politique, vous vous êtes demandé si vous aviez bien fait d'être un jour candidat et d'être maire ? Je me suis dit en tout cas que c'était une période absolument inédite, historique. Et je me suis dit, Jean, il faut essayer d'être à hauteur, quoi. Et on n'a pas taugé, comme tout le monde, on a hésité, mais on a été là. Et en final, l'administration municipale à Agen, élus et cadres à Agen ont été costauds, ont bien géré les choses. Mais je vous assure, c'était une période inimaginable. Un an après, et sur la ville d'Agen toujours, que constatez-vous ? La crise est là. Est-ce que l'impact est réel ? Est-ce que notamment le nombre de familles en état de pauvreté a véritablement augmenté ? Est-ce que vous constatez des situations extrêmement délicates, pour ne pas dire difficiles ? Alors oui, je constate que les associations caritatives avec lesquelles on travaille et que je salue, je parlais des Restos du Cœur, du Secours populaire, de ces grandes associations caritatives, ils ont clairement une affluence plus grande et puis nouvelle, avec notamment des gens qui sont plus jeunes, des gens qui apparaissent et qui appartiennent aux classes moyennes pour certains d'entre eux. Donc ça, oui. Vous voyez des familles en plein désarroi, vous voyez des commerçants, par exemple. Les commerçants, c'est autre chose. Il faut forcément, après, qualifier les choses. Il y a des secteurs qui sont dans l'œil du cyclone et qui sont d'une fragilité psychologique terrible. Et on essaye de faire ce qu'on peut en tant que maire. Je pense aux restaurateurs, je pense aux hôteliers, je pense à l'événementiel et d'une certaine manière à la culture. Donc, ces gens-là, ils sont meurtris, même si les aides sont là et qui ne sont peut-être pas pour tous trop fragilisés, mais ils sont très, très, très fragiles.
Et puis, il y a d'autres, c'est comme dans tous les grands séismes, il y a des gens qui ont été aussi les gagnants de cette crise. Il y a des secteurs Agen, en termes d'économie, c'est un trépied. C'est de l'agroalimentaire, c'est de la pharmacie, c'est de la logistique. Les 3 secteurs que je viens de vous citer sont plutôt des secteurs qui ont bien traversé la crise. Vous voyez, donc il faut faire un inventaire et effectivement différencier en faire avec vos interlocuteurs. C'est très différent. Il y a des gens meurtris et il y a des gens qui ont traversé la crise plutôt bien, oui. Justement, cette crise, aussi grave soit-elle, peut-elle avoir des côtés, il faut le dire, positifs pour une ville comme Agen? On dit que la population a un autre regard sur la vie, sur le quotidien, sur les grandes métropoles, et que les villes moyennes ont peut-être gagné là un intérêt, que c'est peut-être plus agréable de venir dans une ville comme Agen, justement, environ 35 000 habitants. Oui, c'est ça. Est-ce que vous le constatez d'ores et déjà? Alors oui, ça c'est un point très important. On a des signes qui sont des signes tout à fait objectifs, comme le volume du marché foncier et le niveau du marché foncier à Agen. On a aussi l'arrivée d'une nouvelle population. Agen, pour le moment, c'est une ville démographiquement qui est assez, j'allais dire, marrante, parce que c'est la seule ville jeune du Lot-et-Garonne, avec 15-30 ans nombreux, puisqu'il y a un pôle scolaire, universitaire important. Et en même temps, c'est une ville où il y a pas mal d'anciens. Et arrive une population complètement nouvelle. Vous voyez, des gens qui sont plutôt CSP+, et qui sont entre 25 et 35 ans. Et donc là, il y a un phénomène de fond qui se passe. Ça a quelles conséquences au quotidien? Alors, la conséquence, c'est qu'on a je vous l'ai dit, d'abord un marché foncier qui s'anime et qui part un peu à la hausse. On a de la marge par rapport à Bordeaux. Oui, mais tout de même, vous avez chiffré déjà en un an l'augmentation du prix de l'immobilier, justement? Alors, je ne saurais pas vous donner de chiffres, mais ça m'a été dit par les notaires, mais je ne voudrais pas vous donner un chiffre qui serait faux. Ce qu'il faut savoir, c'est d'abord la différence structurelle entre le marché immobilier à Bordeaux et à Agen. C'est 3 fois plus cher à Bordeaux. C'est pour ça que, par rapport à votre question, je suis persuadé que autant 2010-2020 a été la décennie des métropoles régionales et de la nôtre, Bordeaux, et je pense que la décennie qui arrive, c'est-à-dire la décennie 2020-2030, sera la décennie des villes moyennes. Pas n'importe quelle ville moyenne. Les villes moyennes qui auront fait bouger leur offre de services pour justement capter cette nouvelle clientèle de CSP+, jeunes, etc. Alors justement, vous, maire d'Agen, lorsque vous constatez cette situation, vous voyez arriver cette nouvelle population, quels sont vos défis? Vous devez adapter votre feuille de route, justement? Oui, tout à fait. D'abord, les gens, ils arrivent avec des formules qui sont tout à fait nouvelles. Ils nous disent, bon, écoutez, monsieur le maire, moi, c'est très simple. Je vais télétravailler 3 jours à Agen, et puis après, je passe une nuit à Paris. Donc, je prends le TGV le jeudi matin. Ça serait bien que je sois à Paris à 9h, pas trop tard, parce que la journée de travail commence à 9h à Paris. Et que je puisse rentrer vendredi, pas trop tard à la maison. Alors vous, en tant que maire, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, j'appelle Jean-Pierre Farandou de la SNCF. Je lui dis, il faut absolument qu'on ait cette desserte. Non, mais je plaisante à peine. Avant de lui parler de la SNCF et des TGV, vous allez peut-être lui parler des TER au président de la SNCF. Parce que la ville d'Agen, qu'elle ait des atouts, c'est une certitude. En revanche, que les dessertes soit défaillant depuis un certain temps. Là, je ne vous apprends rien. C'est un vrai sujet. Agen-Périgueux, Agen-Hoche, ça vous met en colère quand vous voyez que justement le TER n'est pas opérationnel comme vous pourriez l'imaginer? La question pour nous d'accessibilité ville moyenne, et notamment pour être dans dans cette sélection des villes moyennes qui vont profiter de ce nouvel ère du temps, l'accessibilité, c'est central. Absolument central. Je reprends mon exemple de TGV. Je vois arriver des gens qui me disent aujourd'hui, votre TGV qui passe à 7h à Agen, c'est trop tard. Ça nous amène à Montparnasse, donc à 10h30, c'est trop tard, monsieur le maire. Il faut que vous ayez un TGV qui soit entre 6h et 6h15, départ à Agen. Et qui viennent vous dire ça, vous voyez. Et donc, ça, c'est une première demande. Pareil, il y a de plus en plus aussi de gens de commuters entre Agen et Bordeaux, Agen et Toulouse. Et puis, il y a effectivement le fameux réseau de TER.
Là, je crois qu'il faut faire un inventaire très précis. Il y a des lignes qui sont très très utiles, d'autres, ça peut se discuter. Vous parliez des lignes grande vitesse. Le projet de ligne grande vitesse Bordeaux-Toulouse est un peu en stand-by. En fait, quelle est la situation aujourd'hui ? Vous rêvez de cette ligne LGV qui passe par Agen, évidemment. C'est un espoir que vous avez encore ou c'est totalement... ou c'est peu probable ? Ah non, moi j'ai la quasi... Le président de la République a expliqué il y a quelques années que les aménagements de cette envergure, c'était terminé pour l'instant. Oui, moi j'ai la quasi-certitude que Bordeaux-Toulouse se fera. Et d'ailleurs, dans tous les démarches d'infrastructure, c'est le seul projet aujourd'hui LGV qui est un peu épargné. Donc, il se fera parce que vous ne pouvez pas laisser la 4e métropole française en dehors du réseau LGV et que, je dirais, le maire de Toulouse, je pense à mon ami Jean-Luc Moudin, qui arrêtera d'être en position de revendication forte sur LGV, n'est pas encore né. Donc je pense que ça va se faire. Alors la question, c'est quand et comment. Le projet est avancé. Le projet notamment est avancé. Le tracé est parfaitement connu. Oui, mais il faut un financement. Et alors, ça, voilà. C'est la difficulté, j'imagine. Alors c'est la difficulté, vous avez raison. Ça coûte la bagatelle de 9 milliards d'euros. Et 9 milliards d'euros, c'est important. Il y a là un défi qui est un défi d'État. Hein. C'est uniquement l'État qui résoudra et qui a les clés de ce sujet, peut-être en faisant des montages longs avec le privé. Moi, j'aurais une date à vous dire. Il faut se projeter loin là-dessus. Je dirais un peu avec quasi-certitude, en 2030, cette ligne sera faite. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait des prises de décision très rapidement pour que cette ligne se fasse en 2030. Oui, mais je suis assez optimiste sur l'horizon 2030. On parle infrastructure à nouveau. Un mot sur les routes et notamment concernant Agen et donc le pont et le barreau du Caméla, c'est au nord d'Agen dans le prolongement de la RN21. C'est un projet important pour vous, c'est plus qu'un projet d'ailleurs. Hein. La ville met beaucoup d'argent. Jean Castex vous a accordé également 18 millions pour ce projet qui doit en faire 54 millions. Exactement. En revanche, la région ne veut pas participer. Pourquoi ? La région ne veut pas participer. On va partir du discours officiel, puis après j'essaierai de vous le mettre en 3 dimensions. Le discours officiel, c'est de dire maintenant nous concentrons tous nos efforts sur le rail, et donc vous êtes la route, et donc ça ne le fait pas. Ça, c'est le discours officiel. D'abord, c'est un discours qui est daté. C'est un discours écolo des années 90 qui disait que pour décarboner les transports, il fallait faire du report modal rail-route. C'est fini. Tout le monde sait que pour décarboner le transport, il faudra surtout de nouvelles motorisations, qui soient des moteurs électriques, hybrides, etc. Deuxièmement, la région, elle est compétente sur les routes. Elle ne peut pas se désengager comme ça, si vous voulez. C'est vraiment, c'est dans la loi, c'est dans le marbre de la loi. Donc tout ce qui est itinéraire d'intérêt régional, c'est sa responsabilité. Et d'ailleurs, c'est ça qui quelque part met le feu aux poudres, en tout cas nous mobilise. Elle intervient sur Limoges-Angoulême, sur Limoges-Poitiers, et elle intervient lourdement, à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et sur l'axe, le seul axe intérieur nord-sud de la Nouvelle-Aquitaine, à savoir la RN21, Périgueux, Bergerac, Villeneuve, Agen, excusez-moi du peu, elle mettrait 0. Mais c'est intenable. Vous êtes conseiller régional, oui. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre, vous n'arrivez pas à convaincre le président Alain Rousset ? Pas sur ce point. Parce que Alain Rousset est embarqué sur un logiciel qui est aujourd'hui un logiciel périmé. Qu'il a adopté d'ailleurs à la fois par conviction, et je lui donne acte de ça, mais aussi par tactique politique. Il faut qu'il sorte de ça. C'est un logiciel qui est mortifère pour nos territoires. Puisqu'on parle de la région justement, des élections sont prévues en juin prochain. À ce stade d'ailleurs, quel est votre sentiment ? Vous pensez que ces élections régionales et départementales se dérouleront comme prévu ou le calendrier peut-il encore changer selon vous ? Écoutez, j'en sais rien. Moi, je reste à ma place sur ces décisions qui sont des décisions d'État. Moi, j'ai mis un vœu de citoyen. Et mon vœu de citoyen, c'est que la date des 13 et 20 juin soit tenue. Je le dis parce que les grands pays démocratiques ont tenu leurs élections, que ce soit les États-Unis ou les autres pays européens. Je ne vois pas pourquoi la France les tiendrait pas.
Et deuxièmement, parce que je me méfie comme de la peste du mélange des genres entre les régionales et les présidentielles. Et donc, plus on attendra, plus on sera obligé de mélanger les genres. Or, les régionales, c'est une élection régionale. Hein, il faut qu'on parle de la Nouvelle-Aquitaine, de nous, hein, de Bordeaux, de Mont-de-Marsan, d'Agen, et pas forcément de droite, gauche, des LR, etc. d'abord, quoi. Puisque l'on parle donc de cette région, vous souhaitez vous aussi continuer à en parler lors des 6 prochaines années. Vous serez candidat aux prochaines élections régionales ? Alors, pour être très honnête avec vous, ma décision n'est pas arrêtée. On avait construit en Lot-et-Garonne une architecture qui passait autour de Pierre Chollet, qui est notre leader des départementales, pour être aussi notre leader au régional. Il a fait un choix de se concentrer sur les départementales. Ça crée une situation nouvelle. On va se donner un petit peu de temps pour l'analyser. Mais vous avez envie ? Sur l'envie ? Sur l'envie, oui. Oui, alors ça mériterait des commentaires. J'ai aimé mon mandat. Après, il n'y a pas que l'envie qui sera critère d'arbitrage là-dessus. Voilà. Vous prendrez votre décision dans combien de temps ? Quinzaine de jours. Et je la prendrai avec Geneviève Darrieussecq. Sur cet aspect régional, un mot, même si c'est un peu loin d'Agen, mais c'est sur le département du Lot-et-Garonne. Vous avez toujours soutenu l'existence de la retenue du lac de Caussade. C'est toujours le cas aujourd'hui. Cette retenue, elle est illégale. Ça ne vous pose pas problème. Elle est juridiquement illégale. Moi, je soutiens le lac de Caussade. Je vais vous dire, et après je répondrai à votre question. D'abord, je soutiens une politique publique, et j'appelle de mes voeux une politique publique qui est de stocker les eaux de pluie en hiver. Il faut se mettre bien en tête que le changement climatique, c'est pas pour dans des années. Il a déjà eu lieu. Et la pluviométrie chez nous en Lot-et-Garonne, elle a considérablement bougé. Vous n'avez plus de pluie de printemps, etc. Donc, vous êtes obligé, si vous voulez continuer à avoir une agriculture vivante, à stocker l'eau en hiver. Et donc, à faire des lacs comme celui de Caussade. Donc, sur le fond, je pense qu'il est grand temps maintenant, comme le font d'ailleurs les Espagnols ou les Italiens, d'avoir une politique de stockage hivernal de l'eau. Ça, c'est pour la politique publique. Ensuite, il y a ce que vous me demandez. Est-ce que je soutiens un acte illégal ? Moi, je suis un élu de la République, donc en général, je suis quelqu'un de légaliste. Bon, dans cette affaire, il faut tout dire. Il faut dire qu'avant d'avoir eu un passage à l'acte des agriculteurs, il y a eu un naufrage de l'État sur ce dossier. On a fait travailler les agriculteurs pendant 3 ans. Ils ont fait tout ce qu'il fallait au niveau des dossiers. Et au bout de 3 ans, pour des raisons politiques, il ne faut pas nous raconter d'histoire, eh bien, on a retourné la décision. Il y avait eu un feu vert légal pour faire Caussade. On l'a retourné sur un terrain politique, ce qui a exaspéré le monde agricole. Et je peux le comprendre, même si, encore une fois... Donc, comment on sort de cette situation ? On sort de cette situation d'abord en faisant un constat simple. Le lac de Caussade, il est utile socialement, il fait vivre les agriculteurs, il est utile économiquement, il permet à une agriculture de se développer, et il est utile écologiquement. Donc on pose ça, on le dit, l'État le dit. Tant qu'il n'y aura pas ce constat-là, et à partir de là, eh bien, on aura un chemin de régularisation, et la commission qui est venue travailler, il y a des inspecteurs généraux de haut niveau qui sont venus, ont d'ailleurs tracé un chemin. Ce chemin, il existe. On va regarder si le lac est solide, on va faire les travaux correctifs, ça se passera peut-être sur 2 ans, mais ça existe. Mais il faut, en clair, il faut le régulariser et faire les travaux correctifs qu'il y a à faire s'ils sont avérés. Il nous reste 2 minutes dans cette émission. On ne peut pas terminer cette émission sans parler rugby. Vous aimez le sport, vous aimez le rugby. Vous devez souffrir cette année à Agen avec le SUA en grande difficulté. Écoutez, je vais essayer d'être précis. Souffrir, c'est un mot fort. Il y a des choses plus graves dans la vie que le rugby. Mais comme des centaines et des milliers d'Agenais, je suis triste. Quand je vois que le 13e... à savoir mon ami François Bayrou, c'est Pau, il a 31 points et que nous on est 14e avec 2 points. Je suis très triste. 2 points, pas une seule victoire, c'est vraiment douloureux comme saison. Je suis mâché parce que voilà, mon club subit une crise que je n'ai pas vu venir, et je vous assure, ça nous fait mal. Donc, même si je vous l'ai dit, oui, parce que... ma femme, mes amis n'arrêtent pas de me dire des choses plus graves dans la vie que le rugby. Mais c'est vrai, sauf que le rugby, c'est nous.
c'est notre culture, c'est notre identité. Et donc, est-ce que ça ne me fait rien de voir Agen avoir perdu tous ces matchs? Non, ça me rend triste et j'assume ça. Il nous reste 1 minute justement, c'est un peu court, mais pour évoquer l'avenir d'Agen, j'imagine que vous travaillez déjà sur le dossier pour l'année prochaine. La reconstruction passe par quoi? La reconstruction, elle passe, si vous voulez, par beaucoup de travail, beaucoup d'humilité, et chacun doit rester dans son couloir. Le maire d'Agen, il n'a pas besoin d'être un des sélectionnaires de Café du Commerce de plus. Hein. Il y a un président, il y a Régis Sonne pour faire ça, c'est très bien. Le maire d'Agen, il a une tâche, c'est de donner des installations de haut niveau au club. Et on y est, on a un projet Armandie 2022, et donc on fera notre part. Moi, vous savez, et alors il y a des gens qui me critiquent, qui me disent il ne faut pas faire le stade, maintenant ils ne vont pas bien, etc. Moi je dis, nous sommes une terre de passion de rugby. Je suis sûr que les grands clubs ne meurent jamais. Et donc Agen va à nouveau produire des grands joueurs, des grands dirigeants. Et ce jour-là, il faudra être là, avec la bonne organisation, le club prêt pour la renaissance. Si vous aviez 2 ou 3 mots d'encouragement à donner pour ce club, quels seraient ces mots pour finir? Ouais, je dirais, vous nous devez, en tant qu'homme d'honneur, vous nous devez le plus vite possible une victoire, Armandie. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Jean-Dionys du Séjour. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi.